Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Médias. Les médias, les débats avec vous pendant 2 heures. Nous sommes le mardi 22 février. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Thierry Beccaro. Bonjour. Thierry Beccaro, comédien, acteur désormais, non plus animateur. Voilà, Bonjour. Écrivain, absolument. peintre, ambassadeur de l'UNICEF. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire encore? Et très heureux de vous retrouver. Eh ben, nous aussi, on est ravis. Vous avez publié aux éditions Plomb Ma résilience à moi, une forme de suite. Ce n'est pas le même livre évidemment que celui que vous aviez publié, dans lequel vous racontiez votre enfance douloureuse, votre enfance plus que difficile. Oui, on va dire maltraité, parce que j'ai eu du mal à employer ce mot, et je me suis aperçu que ce mot, il était important de le prononcer pour celles et ceux qui sont passés ou qui passent par ce chemin. Et ce livre-là, en fait, c'est le complément du premier. Le premier, c'était Je suis né à 17 ans. Vous racontiez cette enfance d'enfant battu, d'enfant vraiment violenté. Et puis là, c'est Ma résilience à moi. C'est une manière peut-être d'expliquer ce que c'est que la résilience. Et puis c'est ce chemin que vous avez parcouru, ces rencontres que vous avez faites, ces difficultés que vous avez rencontrées, que vous connaissez toujours. C'est ça qui est important. Ouais. C'est que j'ai voulu raconter ma résilience à moi en faisant ce petit clin d'œil à la chanson de Julien Clerc, mais parce que ce mot est employé, me semble-t-il, un petit peu à tort et à travers et à toutes les sauces. Livre encore une fois très personnel. Vous parlez de votre relation à vos enfants, la peur que vous avez eue quand ils sont nés, l'espoir que vous avez eu que votre premier enfant soit une fille et non pas un garçon. Enfin, beaucoup de choses dont on va parler dans un instant. Gilles, la question du jour comme tous les jours. La question du jour est liée au programme de ce soir. Ce soir, c'est le grand retour de Koh-Lanta sur TF1, et on s'est demandé si après les révélations, si la marque on n'avait pas pris un coup. Les révélations de triche. Les révélations de triche, oui, pardon. Les révélations de triche, est-ce que la marque on n'a pas pris un coup? Est-ce que vous avez toujours envie de regarder Koh-Lanta? Est-ce que vous pensez toujours que nos aventuriers vivent une vraie aventure sans tricherie? Pour l'instant, vous nous dites non à 86%, oui à 14%. On verra l'audience que fera Koh-Lanta. Il y a eu de la triche dans Motus? Pardon? Il y a eu de la triche des fois dans Motus? Non, ça, alors là, je ne l'aurais pas toléré. Ouais. Non, ça, C'était impossible de tricher? Non, c'était, il y a eu beaucoup il y a eu des candidats qui faisaient des paris, on sentait très bien qu'il y avait beaucoup de candidats qui venaient pour déconner, on sentait que de l'autre côté, il y avait... Moi, j'avais une question, on peut le dire maintenant, dans La roue de la fortune, pour gérer le temps de l'émission, les mots étaient choisis ou pouvaient être changés au dernier moment. Parce qu'ils savaient les mots qui étaient compliqués à deviner ou pas. Oui. Et oui, si vous mettez un mot avec des lettres. Est-ce que vous, les grilles, elles pouvaient être changées en fonction Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours tourné Motus pendant 29 ans. Ouais. C'est incroyable. 3 décennies. Ans. Quand je dis 29 ans, c'est bien, mais quand je dis 3 décennies, là, c'est impressionnant. 29 ans, Non, moi, j'étais comme le candidat, je ne connaissais pas les mots. Donc, vraiment, on tournait dans les conditions du direct et il n'était pas question de changer ou de modifier. Et de l'autre côté, partez pas avec des millions. C'est bien ce que vous dites, parce que le succès de ce jeu est incroyable, parce qu'il n'y avait pas des fortunes à gagner. Ouais. Je crois qu'il y avait cette alchimie incroyable, il y avait le plaisir de venir jouer. Les candidats étaient heureux de venir, et j'ai assisté à des choses dont je parle dans le livre et qui rejoignent un petit peu ma résilience. Il y avait des candidats qui gagnaient 5 000, 6 000 euros. Ouais. Mais pour eux, c'était magnifique, quoi. C'était une vision sur 3 mois, sur 4 mois. C'était des gens simples, et comme je dis souvent, des gilets jaunes. Moi, j'en ai certainement rencontré bien avant l'apparition des gilets jaunes. Des gens dignes, modestes, sympas, joueurs, qui étaient contents de venir sur le plateau pour jouer avec moi. Ça vous manque, Motus, ou pas? Je réponds à cette question très simplement. Ce qui me manque, ce sont les gens avec qui j'ai travaillé. Quand on me parle de Télématin, par exemple, et on m'en parle souvent, à commencer par Valérie Expert. Oui, j'ai commencé par ça. À la sortie du théâtre, parce que je suis en tournée en ce moment et tout, les gens me disent pourquoi, parce que vous avez arrêté et tout. Mais en même temps, on fait un selfie, on fait une photo, et j'ai regardé.
je suis là, on se rencontre en vrai, alors que quand je faisais de la télé, on ne se voyait pas. Mais vous étiez chez eux. Mais j'étais chez eux, c'est vrai. Vous rentriez dans les foyers. Mais la télé ne vous manque pas, les tournages, ce rythme-là. Non, vraiment pas. Pas du tout. Je suis toujours en relation avec mes copains de Télé Matin. La seule chose qui pourrait m'intéresser, c'est une proposition d'émission avec les enfants, pour les enfants, quelque chose qui me permettrait de faire un relais avec ce que je fais aujourd'hui. Mais pour l'instant, non, j'ai pas de... Je n'ai aucun regret. Aucun regret. Puis vous êtes au théâtre, on peut le dire, vous êtes en tournée avec, attention, un cachetier, on peut toujours en cacher un autre, de Luc Chaumard, avec Didier Gustin, Julien Cafaro, Xavier Le Tourneau, Fabienne Galou et Mélanie Rodriguez. Voilà, grande tournée. Vendredi, je serai... alors, je vais faire une signature vendredi à Marseille, à l'espace Jouenne. Justement, je vais avoir le plaisir de signer le livre, Ma résilience à moi, puis de faire une petite conférence à partir de 18h. Le lendemain, je serai à Vidauban avec les Cachotiers et je retourne à Marseille dimanche au théâtre de l'Odéon. Donc voilà, je suis quand même bien occupé. Bien occupé. Il y a Lucia qui nous dit bonjour. Effectivement, ça fait vieille, mais j'adorais quand Thierry Beccaro présentait tous les jeux et surtout Télématin. D'ailleurs, depuis la nouvelle mouture, j'écoute plutôt Sud Radio. Ben voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne idée. Mais non, beaucoup de gens sont là. Et ce qui est magnifique, c'est que j'ai présenté Télématin parallèlement à Motus pendant 29 ans. Et Télématin a beaucoup compté. Motus, vous auriez aimé reprendre Télématin ? On me l'a proposé. On me l'a proposé quand William, William est parti. Mais avec la théâtre, c'était pas compatible. C'est exactement ce que j'ai répondu. C'est, vous connaissez mon emploi du temps, ma vie. Si vous présentez Télématin, c'est un vrai sacerdoce. C'est une mission. C'est dur le matin de se lever. C'est une mission magnifique. Il faut se lever très tôt. Vous pouvez pas être au théâtre c'est pas possible. À 20h30 et tout. Alors, on passe au zapping de Gilles. Sud Radio, 10h midi, média, l'instant zapping. C'est évidemment l'actu média, l'actu mondiale. Même Valérie, hier, Vladimir Poutine, le tsar de toutes les Russies, est détendu dans son fauteuil. Je ne sais pas si vous avez vu cette image où il était détendu dans son fauteuil, a annoncé la reconnaissance du Donbass et ses deux enclaves séparatistes, Donetsk et Luhansk. Les présidents et les députés ukrainiens se succèdent, mais le caractère agressif et nationaliste du régime de Kiev ne change pas. Ce régime qui a pris le pouvoir à Kiev est le fruit du coup d'État de 2014. Ce sont ceux qui, à l'époque, ont pris le chemin de l'effusion du sang et de la violence et du refus de la loi et qui n'ont jamais reconnu et ne reconnaissent toujours aucune autre solution sur la question du Donbass en dehors de la solution militaire. C'est à cet égard que j'estime qu'il est indispensable de prendre cette décision mûrie depuis longtemps, de reconnaître sans plus tarder la souveraineté et l'indépendance des deux républiques populaires du Donbass. C'était étonnant de voir cette image de lui annonçant la guerre détendue. Et surtout la séquence d'après, je ne sais pas si vous l'avez. Si, évidemment. Voilà. Quelques heures plus tôt, il avait eu l'aval de ce conseil de guerre. Enfin, l'aval, ils n'ont pas eu trop le choix. Interrogé sur la reconnaissance, fallait-il reconnaître ces villes séparatistes? Le chef des renseignements, bafouillant, a été recadré en direct. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Qu'est-ce que vous proposez de faire? De commencer les négociations? Non. Ou bien de reconnaître l'indépendance des républiques du Donbass? Je soutiendrai la proposition de reconnaître. Vous allez soutenir ou vous soutenez? Parlez sans détour. Je soutiens la proposition. Alors dites-le, oui ou non. Oui, je soutiens la proposition sur l'adhésion des deux républiques de Donetsk et de Lugansk au sein de la Fédération de Russie. Oui, mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous débattons sur le fait de reconnaître ou non leur indépendance. Oui, je soutiens la proposition quant à la reconnaissance de leur indépendance. Parfait, merci. Vous pouvez vous rasseoir. Voilà, enfin. Oui, non, je vous demande pas si c'est oui ou c'est non. Voilà. C'est parce que voilà, parce que je suis pressé là.
Voilà, c'est ça. j'ai un peu résumé. Hein. Mais il a eu l'aval de son conseil. Voilà. Et aujourd'hui, il doit avoir l'aval de la Douma. Je pense qu'il va l'avoir. Ça devrait bien se passer, à mon avis. De leur côté, en Ukraine, les habitants n'ont pas été surpris par les propos du président Vladimir Poutine. Et comme l'a constaté la correspondante de BFM, les habitants ukrainiens se préparent à se défendre. Ici, la reconnaissance de ces deux régions séparatistes ne passe pas. Ils ont trahi notre pays. Je ne pense pas qu'ils viendront jusqu'ici. Ils ne peuvent pas et nous avons une armée solide, une solide protection. Ça n'a vraiment aucun sens. Ça ne devrait pas arriver car c'est notre territoire, pas le leur. Pas d'indépendance, c'est notre pays. Je pense que la majorité des citoyens pensent la même chose. Pour renforcer les rangs de leur armée, certains Ukrainiens sont prêts à prendre les armes. Dans cette armurerie, les ventes ont plus que doublé. Les gens demandent des armes et achètent tout. Des balles, des gilets pare-balles, tout ce qui est utile lors d'un combat. Et puis, il faut remarquer et rendre hommage à tous les correspondants des chaînes info ou des chaînes télé qui sont là-bas. Il y a des images de Liseron Boudoul qui sont très impressionnantes. Qu'on avait reçu ici pour l'Afghanistan. Allez, j'ai pensé à vous. Le don de soi est quelque chose d'important pour vous, Thierry Beccaro. Ils n'ont pas hésité à se porter volontaire. Rappelez-vous, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les kinés, ils étaient partis pour apporter leur aide, vous savez, aux Antilles, dans les services de santé qui étaient débordés par la Covid-19. Mais vous savez quoi? Ils ne sont toujours pas payés. C'était au mois d'août. Ils n'ont pas été payés. Et apparemment, ils ne seront peut-être pas payés. On est 3500 à avoir répondu à cet appel-là. On est parti en Martinique, en Guyane, en Polynésie, avec comme promesse qu'on serait payé. Après, on est parti sous le cadre de la réquisition, c'est-à-dire qu'on savait quand est-ce qu'on partait, on savait où est-ce qu'on partait, mais il n'y avait pas de contrat de travail, c'est-à-dire qu'on pensait qu'on allait être payé, c'est ce qui avait été dit par Monsieur Véran. Et quand on est revenu, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas prévu cette rémunération. Incroyable. Alors, bonjour l'administration. Ouais, entre-temps, apparemment, il y a un décret qui est paru au mois de janvier, mais pour l'instant, ils n'ont toujours pas été payés. Je pense que ça ne va pas tarder. On est en janvier, alors que c'était au mois d'août. Assez incroyable. Et pour finir sur les réseaux sociaux, avec l'actualité sur l'Ukraine, est réapparue la chanson de Jamala. Jamala, c'est la gagnante de l'Ukraine en 2016. Elle évoquait dans une chanson qui s'appelle 1944 la déportation des Tartares de Crimée sur ordre de Staline. Staline dont a parlé le président Poutine. Et il disait dans sa chanson, quand les étrangers arrivent, ils viennent dans votre maison, ils vous tuent tous, disent nous ne sommes pas coupables, et pendant ce temps-là, l'humanité pleure. They come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you're a god, but everyone dies. Don't swallow my soul. Et l'Ukraine avait gagné en 2016 avec cette chanson. La Russie avait contesté cette chanson à l'époque. Pour info, ce sont les Tatars en Crimée, pas J'ai dit quoi? Les Tartares. J'ai dit les Tartares, excusez-moi. Les Tatars. C'est les Tatars, ce ne sont pas les Tartares. Excusez-moi, mais je fais ma Vladimir Poutine. Je pensais avoir un 18, ça y est, c'est non, foutu. pas du tout. Un petit 11. Là, si vous deviez passer l'examen devant Vladimir Poutine, là, ce serait autre chose. Thierry Beccaro, Ma résilience à moi, c'est paru aux éditions Plomb, ce livre, encore une fois, dans lequel vous racontez votre parcours très intime, parce que vous racontez que vous avez été addict au sexe à un moment. C'est anecdotique. Enfin, c'est pas anecdotique. J'ai vu ce qu'elle retient sur. Voilà, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce que j'ai retenu. C'est pas ce que j'ai retenu. Il y a aussi les médicaments. Il y a les médicaments. Il y a tout ce qui fait qu'une vie qui a été un petit peu fracassée. Et je dis ça pour celles et ceux qui nous écoutent là. Eh ben, elle fait des adultes un peu morcelés. Elle fait des adultes puzzle. On est un peu, on essaie de se reconstruire comme on peut et on essaie de trouver un peu de rassurance, un petit peu de. Et puis penser qu'on peut plaire, qu'on peut être aimé en fait. Voilà, on cherche. C'est ça en fait, c'est de se dire, je peux être aimé. On veut pas simplement me foutre des baffes. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le livre, c'est que vous n'éludez rien, vous ne cachez rien, parce que souvent les histoires de résilience sont de très belles histoires où en gros le traumatisme donne la force, ce qui a été aussi votre cas, de rebondir. Mais vous l'avez dit, ce n'est pas
fini, c'est un chemin qui est long, qui vous marque tout au long de votre vie, et je trouve que c'est un livre lucide et sincère pour les gens qui, comme vous, ont connu des parcours durs. Je trouvais que, quitte à raconter le parcours d'un résilient, parce que d'abord on décide pas de devenir résilient, c'est la vie qui vous amène comme ça, et les rencontres, et puis ce que vous laissez passer, ce que vous prenez, ce que vous donnez, ce que vous recevez, et je me plais à dire que la résilience, c'est pas passer d'un chemin de ronces à un chemin de pétales de rose. Ça c'est entièrement faux. C'est avancer le mieux possible en étant courageux, en étant travailleur. On est un peu sur un pont de singe. Voilà, le pont de singe dans Koh-Lanta, il y en a peut-être. Ce sont ces ponts qui traversent comme ça une rivière en Amazonie, par exemple. Il y a 40 mètres en dessous. Et vous avancez latte après latte, qui bouge un petit peu. Et ça bouge. Et chaque pas que vous avez fait, eh bien, c'est quelque chose que vous avez gagné sur la vie, quoi. Et la peur du vide. Et la peur du vide, oui. Et beaucoup de gens vont trouver, je pense, des clés ou des éléments. Moi, ce qui m'a frappé, c'est page 72, quand vous parlez du pouvoir des mots. Quand vous dites qu'un mot, vous dites c'est ma première révélation, un simple mot peut tout changer lorsqu'ils sont enfin prononcés. Certains mots agissent comme de puissantes révélations. Et vous, c'est quand vous évoquez la voiture. Ah, c'était incroyable. Ça, c'était mon premier rendez-vous avec un psychologue formidable à Ville-d'Avray, un grand monsieur du Sud-Ouest. Et je rentre dans son bureau avec la fameuse spasmophilie, à moitié en crise de tétanie. Il vous arrive quand vous êtes en voiture. Et je mets 2 heures à me garer et j'ai des fourmis partout. Enfin, je rentre dans son bureau, je lui raconte ce qui m'arrive. Je lui parle de la voiture, de tout ça, et lui me dit tout simplement mais la voiture, qu'est-ce que ça représente quoi pour vous? Pourquoi? Parce que vous êtes toujours si mal en voiture, au point que vous êtes obligé de vous arrêter. Je lui dis la voiture, ça c'est mon père. Et je vous jure, à ce moment-là, c'est comme si la colonie de fourmis qui envahissait mon corps s'est mise à disparaître, quoi. C'est tout à coup, c'était comme une révélation. C'était la clé. C'était une des clés. C'était une des clés. Et effectivement, la voiture représentait cette espèce comme mon père vendait des voitures dans un grand garage, etc. C'était l'autorité, quoi. C'était quelque chose. Alors après, il faut développer, il faut aller très très longtemps, s'allonger sur le divan et parler, faire comme je le fais dans le livre. Dans le livre, parce que qu'est-ce que vous avez ressenti une fois que le livre a été terminé? Vous l'avez coécrit avec Bénédicte Desmazeries. Quand vous l'avez eu terminé, est-ce que ça a été un pas de supplémentaire? Oui. C'est pour ça que je pense que les 2 livres, Je suis né à 17 ans et celui-là, vont cheminer côte à côte. C'est un petit peu comme 2 enfants. Et celui-là, j'ai beaucoup de tendresse pour celui-là. Parce que vous l'avez dit, Valérie, il est sincère. Et vous allez y retrouver des textes que j'ai écrits la nuit au plus profond en italique, de notre intimité. Il y a même des textes que ma famille, mes proches ne connaissent pas. Vos enfants réagissent comment à cela? Parce que vous racontez, moi ça m'a évidemment touché quand vous dites que votre compagne quand elle tombe enceinte. Et c'est un moment de panique parce que vous vous dites je vais jamais y arriver. Donc c'est des choses assez difficiles quand même que vous racontez vis-à-vis de vos enfants. Après il y en a eu 2 autres, mais pareil, de se dire je vais pas être capable. Vous n'arrivez pas à prendre votre fille dans les bras. J'avais peur de la répétition. J'avais peur de. C'est pour ça que je me suis dit pourvu que ce soit une fille. Donc, et puis c'est Pauline qui est arrivée, et Pauline, elle a une petite fille, donc vous parlez à un grand-père, voilà, une petite Paloma, et c'est tout ça, c'est tout ce que je raconte dans Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Pauline, en lisant les livres? Alors Pauline, elle n'a pas besoin de lire le livre pour connaître l'histoire, puisque je lui ai parlé. Mais voilà, je tombe sur un texte que j'ai écrit, que peu de gens connaissent, mais
quand je parle de l'addiction aux médicaments, en tout cas, je suis pas complètement débarrassé. Moi, je me balade toujours avec une boîte de tranquillisants dans la poche. Et j'ai du mal à m'endormir sans un petit comprimé. Et j'ai écrit ce texte, dormir avec un somnifère, histoire de ne plus s'en faire, et plonger dans la nuit sans faire de bruit, glisser dans un lit de velours avec ou sans amour, et partir doucement en rêvant, flotter dans l'univers doré des princes et des fées. Ouais, c'est très poétique, très beau. Il y a aussi celui, moi, que j'ai retenu, c'est la nuit qu'il faut dire les chagrins de la journée, quand les vents ont soufflé jusqu'à tout détruire, le cœur un peu cassé comme un vase ébréché, comme les coups de tonnerre qui vous mettent par terre. C'est la nuit dans le noir qu'il faut écrire tout ça, quand personne ne voit notre vrai désespoir. Voilà. Et maintenant, envie d'un téléfilm, de le mettre en image, tout ça ou pas ? C'est la question que je me suis posée en lisant. Alors c'est une très bonne question, Gilles, puisque le premier livre, on est en train, je pense, de l'adapter. D'accord. Voilà, je peux pas en dire davantage. Mais ça me touche beaucoup, Valérie, ce que vous avez lu, parce que moi j'ai choisi un texte, mais celui-là il est beaucoup. Enfin, je trouve qu'il est assez symbolique du livre. Parce que l'écriture m'a sauvé, quoi. Est-ce que le théâtre vous a aidé, demande Stéphane? Le théâtre, ça a été. Parce que vous êtes un autre au théâtre. Ça a été cadeau. Ça a été. La rencontre avec les autres, ça a été le changement de peau, changer de costume, devenir un autre, devenir un jeune premier, un salaud, un ambitieux, et puis sortir de chez soi et sortir de son et rencontrer d'autres personnes. Et puis ce que je raconte aussi, c'est-à-dire ce que disait Gilles tout à l'heure, c'est recevoir de l'amour à la fin du spectacle. C'est-à-dire que c'est je peux être aimé. Les applaudissements, comme ce que j'avais dit à mon premier grand amour. Un jour, tu verras mon nom sur les affiches. Ouais. Bon, ça je l'explique après. Je dis ça c'est une affaire d'ego. Son nom sur une affiche, ça fait plaisir à moi. Et puis après, il faut aller au charbon, il faut donner. Maintenant, tu as reçu l'amour, etc. Maintenant, c'est à toi de donner. C'est ce que j'ai fait pendant tout ce temps à la télévision. Et ce que vous faites dans ce livre aussi pour dire aux gens, vous n'êtes pas seul. Et c'est ce que vous racontez au passage. Moi, j'avais complètement oublié cette séquence de votre vie où vous avez travaillé avec Macha Béranger. C'était sur France Inter où elle était une des premières à confesser les gens la nuit. Et là, vous découvrez qu'il y a des gens qui sont en souffrance, qu'il y a des gens qui, comme vous, ont eu des vies fracassées. Parce que je suis au Standard. Voilà. Je suis au Standard et que vous avez six téléphones qui sonnent et vous avez une multitude de personnes qui veulent parler à Macha, qui ne pourront pas passer à l'antenne. Et je vais devenir, au fur et à mesure, quelque part, je vais devenir leur confident. Je vais les écouter. Je vais avoir peur que parfois ils mettent fin à leur jour parce qu'ils sont ils font un peu de chantage, etc. Et puis je vais les retrouver le lendemain. Et puis tout à coup, je vais me dire, mais ma souffrance à moi, bien sûr qu'elle existe, mais il y a d'autres solitudes, il y a d'autres détresses, et ça va me renforcer, et ça va m'aider à écouter et à transformer, justement. C'est ce que je vais faire dans Motus à la télévision, transformer le malheur en bonheur, où je vais essayer de donner du plaisir aux gens. Ses failles. Vous racontez aussi, c'est assez émouvant, Colère et pardon, la mort de votre père. C'est avec un texte là aussi qui est bouleversant. Ma mère ne m'a pas vraiment reconnue. Aujourd'hui, je la connais et je ne la reconnais plus vraiment. Je suis un peu son fils, elle est un peu ma mère et nos chemins se séparent. Enfin, je ne vais pas lire parce que c'est un petit peu long, mais c'est assez beau. Enfin, c'est même très très beau ce que vous avez fait, ce que vous avez dit sur votre père. Vous dites en ce jour, je me suis dit, malgré tout un passé de violence, je suis arrivé jusque-là, jusqu'à pouvoir accompagner celui qui m'a fait tant défaut dans mon enfance. Très fort. Avec le seul regret que j'évoque dans le livre, c'est que j'aurais bien aimé qui me disent cette petite phrase. Je suis fier de toi. Je t'aime. Oui, je suis désolé. Et je te demande pardon. Mais il avait conscience de... Le problème de la maltraitance, quand elle est liée, entre autres, à l'alcool, c'est que le lendemain, les gens oubliaient. Mais pourquoi l'opinion de quelqu'un qui vous frappe est aussi importante, puisque c'est un bourreau ? Parce que c'est...
Moi, ça ne m'intéresse pas l'opinion d'un bourreau. Alors, pourquoi? C'est parce que quand mon père était dans son état tout à fait normal, c'était un mec formidable. C'était quelqu'un de marrant, qui avait un charme fou, qui écoutait Sinatra, Dean Martin, c'est ce que je raconte. Et ça le rattrape. Ça, c'était le vrai. Ça le rattrape à vos yeux. Ah oui, je me dis, et puis il est arrivé à un moment donné, mon père était en souffrance, il était malade, il était passé par tous les chemins. Il y a un moment donné, c'est là le travail du pardon, c'est-à-dire jusqu'à quand je vais être en colère, jusqu'à quand est-ce que je vais me dévorer moi-même, alors qu'il faut que je me libère de ça pour pouvoir avancer. Stéphane, j'ai découvert Thierry dans Le Fil à la patte, et avant il n'avait pas été aussi médiatisé. Mickaël demande si vous n'avez pas regretté de ne pas avoir fait plus de prime time, ça c'est plus sur la télé, mais c'était peut-être pas votre truc. Les prime time, je l'ai fait au théâtre. Ma résilience à moi, vraiment, c'est un très beau livre chez Plon, qui est très digne, très pudique, très sincère, et je crois que beaucoup de gens vont trouver je pense que ça peut faire écho chez beaucoup de gens qui ont connu des difficultés, on va dire, dans leur enfance. Je vais terminer, Valérie, avec la première phrase du livre que je dois à Rainer Maria Rilke. Pour les gens qui pourraient se demander pourquoi je raconte ça. Celui qui s'efforce de vous réconforter, ne croyez pas, sous ces mots simples et calmes, qui parfois vous apaisent, qu'il vit lui-même sans difficulté. Sa vie n'est pas exempte de peine et de tristesse. S'il en eût été autrement, il n'aurait pas pu trouver ces mots-là. Très beau. Et aller à Marseille, voir la pièce de théâtre et à la signature du livre. Et puis il y a toute une tournée. Merci beaucoup Thierry Beccaro. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio pour parler de nos objets qui tombent en panne si souvent. Il y a un indice de réparabilité. On va en parler dans un instant. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.